Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la preview de la semaine 6 de la NBA Fantasy Salary Cap. La semaine 5 a été chaotique pour beaucoup de managers. Il y a eu plein de blessures. Les plus impactantes sont celles de Giannis Antetokounmpo et Victor Wembanyama, car il y a fatalement moins d'intérieurs qui sont équivalents à leur talent. La seule option solide à leur niveau, c'est Nikola Jokic, mais il coûte très cher. Deux stratégies font alors surface. La première stratégie, prendre le parti d'avoir seulement Nikola Jokic comme seul top star en front court et compléter le roster avec des joueurs de très petite valeur à ses côtés, des joueurs comme Tristan da Silva et Nimias Keita par exemple, et du coup mettre le paquet côté backcourt pour aligner 2 voire 3 top stars comme Shai Gilgeous-Alexander, Tyrese Maxey et James Harden. La deuxième stratégie, remplacer numériquement Victor Wembanyama ou Giannis Antetokounmpo par les meilleurs fronts disponibles comme Jalen Johnson, Julius Randle ou Deni Avdija et réinvestir le reste de l'argent sur des joueurs autour de 9 à 7 millions de dollars comme Jaime Jaquez Jr. ou Keyshawn George. Il est bien sûr possible d'avoir Nikola Jokic dans cette stratégie, mais vous aurez sans doute pas le choix de composer avec des arrières de petite valeur. Il y a cependant moyen d'avoir des joueurs très performants à 4,5 millions de dollars. En soi, il n'y a pas vraiment de meilleure stratégie à adopter. Ce qui va créer la différence, c'est plus votre flexibilité et si vous savez jouer avec le calendrier pour avoir le maximum de joueurs actifs. Cette semaine 6 va être un excellent test sur votre compréhension du jeu. D'ailleurs, soyez vigilants, la semaine 6 n'a que 6 journées. Pour info, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, ce jeudi 27 novembre, c'est Thanksgiving aux États-Unis. C'est un jour férié, donc il n'y aura aucun match ce jour-là. Nikola Jokic continue de creuser l'écart, surtout en l'absence de Giannis Antetokounmpo et Victor Wembanyama. Le Serbe est en superbe forme, il n'a pas pu éviter la défaite des siens face aux Bulls et aux Kings, mais Denver a un bilan largement positif avec 12 victoires et 4 défaites. Il y aura forcément un moment où le staff reposera son franchise player et je ne serai pas surpris. Jalen Johnson profite pour s'emparer de la deuxième place du podium. Le joueur des Hawks vient de réaliser une grosse semaine. Côté backcourt, LJA et Tyrese Maxey conservent leur place sur le podium. James Harden, qui a beaucoup joué cette semaine, a réalisé de grosses perfs malgré le bilan horrible des Clippers. Il s'empare de la troisième place de ce classement. Le barbu a même pris de la valeur et va être encore un joueur très utilisé pour la semaine à venir car c'est l'un des rares arrières de haut niveau qui sera sur le terrain sur les journées 2 et 5 de cette semaine 6. Tyrese Maxey a encore réalisé une grosse semaine. Le joueur des Sixers a inscrit 95 points fantasy à Milwaukee. L'overtime a certes aidé, mais il était déjà à 85 points fantasy avant la fin du temps réglementaire. Ryan Rollins est en grande forme et se montre comme le joueur clé des Bucks en l'absence de Giannis Antetokounmpo. Lors de la confrontation contre les Sixers, le meneur a enregistré 69 points fantasy, rentabilité maximale pour un joueur qui coûte actuellement 6,3 millions de dollars. En l'absence de Trae Young, Jalen Johnson est clairement le porteur de balle principal des Hawks. C'est pour ça que l'ailier a le potentiel de faire des triples-doubles. Tant qu'il est épargné par les blessures, Jalen Johnson continuera à enchaîner les grosses perfs. Nickeil Alexander-Walker est en train de prendre une nouvelle dimension à Atlanta. L'ancien pensionnaire des Timberwolves est incontournable dans la rotation des Hawks et sort des performances solides depuis le début de la saison. Les Raptors sont actuellement deuxième de la conférence Est et Scottie Barnes est l'un des principaux artisans de ce bilan très positif. Le joueur est excellent depuis quelques semaines et ses perfs sont constantes. Il coûte actuellement 15 millions de dollars, donc il est plus cher que Jalen Johnson et Deni Avdija, mais avec les absences de Victor Wembanyama et Giannis Antetokounmpo, il devient une option très intéressante à envisager. Derek Queen est devenu titulaire indiscutable au post 4 chez les Pelicans avec les perfs qu'il sort en ce moment et son prix ridicule de 6,2 millions de dollars. Il devient un joueur qu'on ne peut plus ignorer en NBA Fantasy. Le Boog a tapé son record de carrière en points en inscrivant 30 contre les Nuggets. Avec la blessure de Christian Brown, Peyton Watson a step up et fait de très bonnes performances, notamment contre les Pelicans, où il enregistre 53 points fantasy avec Jaime Jaquez Jr. et Keyshawn George. Il est en train de devenir une solution intéressante parmi les joueurs qui coûtent entre 8,5 et 7 millions de dollars. Dennis Jenkins sort un peu de nulle part, mais il faut constater que ce type est un modèle de persévérance. Le gars a joué pendant 5 ans en NCAA dans différentes universités. Il a notamment été le coéquipier de Walter Clayton du Jazz à la fac d'Iona. Il se présente en 2024 à la draft, mais personne ne le sélectionne. Toutefois, il tape dans le du staff des Pistons et parvient à signer un contrat two-way. Il a principalement joué en J-League avec le Motor City Cruise. Il a compilé 21,2 points, 3,5 rebonds et 7,3 passes en moyenne par match. Il fait quand même 7 apparitions avec les Pistons la saison passée. Les Pistons choisissent de re-signer un contrat two-way avec Dennis Jenkins cet été. Alors que les Pistons font un début de saison canon, la franchise de Détroit se retrouve un moment sans Kate Cunningham, sans Osar Thompson et sans Jaden Ivey. JB Bickerstaff lui fait confiance. Il entre dans la rotation et devient même titulaire en l'absence des stars de l'équipe.
Sa moyenne de points fantasy par match sur les semaines 4 et 5, 40. C'est énorme, surtout pour un joueur qui était à 4,5 millions de dollars à la base et qui a même perdu 100 000 dollars de valeur dès le milieu de la 3e semaine. D'un point de vue fantasy, ce gars est une pépite à considérer. Petit bémol, ça sera sa situation à la fois contractuelle et sportive. Pour info, un joueur en contrat two-way a une limite de 50 apparitions sur la liste active avant d'être coupé. Sportivement, j'imagine que dans l'esprit de JB Bickerstaff, Jaden Ivey, qui revient tout juste de blessure, va redevenir à terme le titulaire au poste 2. Et je ne sais pas si Dennis Jenkins sera encore dans ses petits papiers. La seule façon de le savoir, c'est si le joueur signe un vrai contrat standard, un peu à la manière de Moussa Diabaté avec les Hornets la saison passée. Ivica Zubac coûte clairement trop cher pour ce qu'il rapporte. Pour ceux qui jouaient à la NBA Fantasy la saison passée, il me semble qu'il coûtait de base 11,5 millions de dollars. Là, il commence la saison à 16 millions de dollars et il a perdu 100 000 dollars de valeur sur le chemin. Et c'est tout à fait logique. Les gens qui lui ont fixé cette valeur de 16 millions de dollars ont complètement craqué. Ivica Zubac n'a jamais l'étoffe d'un joueur à 16 millions de dollars. Je ne dis pas que c'est un mauvais joueur, loin de là. Je parle juste d'un point de vue fantasy et c'est tout à fait factuel. Un joueur à 16 millions de dollars doit rapporter bien plus que 37 points fantasy de moyenne selon moi. Hormis le match contre les cadavériques Grizzlies, les perfs d'Evan Mobley sont moyennes sur cette semaine 5. Pas d'alerte en particulier car les Cavaliers continuent de gagner, mais pour les managers qui ont le joueur dans leur effectif, doit être un peu déçu de son rendement actuel. Quinten Post continue de perdre de la valeur. À la base, il coûte 6 millions de dollars. Il est actuellement à 5,8 millions de dollars. Pour moi, il est victime du coaching de Steve Kerr qui ne compte pas toujours sur lui. Les seuls moments où il a un temps de jeu conséquent, c'est quand il y a des absences. Sinon, son temps de jeu est très sporadique et par conséquent, il génère peu de points fantasy. Avant de poursuivre, si vous voulez vous tenir au courant de mes prochains contenus, que ce soit du format short ou long, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Après 5 semaines de compétition, ça peut être intéressant de faire un point classement. D'un point de vue personnel, je suis actuellement le numéro 2 France et le 33e mondial. Petit flex, je suis aussi le numéro 1 de la Ligue des fans des Trailblazers. Techniquement, je ne suis pas fan des Trailblazers, mais d'une franchise voisine qui a disparu depuis 2008, les Seattle Supersonics. Je vous raconterai une autre fois pourquoi j'ai de l'affection pour les Supersonics. Je suis d'ailleurs le numéro 2 de la ligue de First Team. C'est une question de jour avant de m'emparer de la première place du classement. J'ai cumulé au total 6630 points fantasy. J'ai déjà utilisé la wildcard et le jeton All-Star et j'ai plutôt bien géré mes transferts gratuits hebdomadaires, mais d'autres managers ont été plus malins que moi. Je pense que c'est le bon moment pour analyser la stratégie du numéro 1 mondial de la NBA Fantasy Salary Cap. L'équipe s'appelle Greedy Gang et le manager est un joueur allemand, a fortiori fan des Bucks. Il a inscrit au total 6929 points. Il y a certes 299 points d'écart entre nous, mais je ne trouve pas que je sois si éloigné de lui. Je vais essayer de synthétiser sa stratégie, histoire que ça ne soit pas trop long à raconter pour vous. Première chose, il n'a jamais inclus Nikola Jokic dans son effectif, alors qu'il est actuellement le meilleur joueur du jeu. Il part du principe que la star des Nuggets coûte trop cher. Sur la semaine 1, il sélectionne des joueurs en fonction du calendrier, en prenant SGA, Luka Doncic, Alperen Sengun, et il tente sur des potentiels temps de jeu pour Aaron Wiggins, Lonzo Ball et Al Horford. À première vue, je trouve son banc horrible avec Lonzo Ball et AJ Green dans son effectif, et il rate son pari avec Al Horford qui ne disputera aucun match en back-to-back cette saison. Dès le jour 2, il utilise ses 2 transferts gratuits pour remplacer Luka Doncic et Alperen Sengun par LaMelo Ball et Victor Wembanyama. LaMelo Ball, c'est toujours high risk, high reward. Quand il est sur le terrain, il peut sortir des grosses perfs, mais il faut être super alerte quand il ne joue pas et toujours garder sous le coude un transfert gratuit pour lui. En vrai, sa semaine 1 est plutôt correcte car LaMelo Ball a joué, Lonzo Ball est très correct pour un joueur de banc, mais ce n'est pas fantastique. Il profite néanmoins des grosses perfs de Luka Doncic, Alperen Sengun au début, puis de Victor Wembanyama. Dès le début de la deuxième semaine, il utilise directement sa wildcard. Conscient de la faiblesse de son roster, il comprend KJ Mitchell, Keyshawn George, Jonathan Kuminga et Ryan Rollins sont des joueurs solides en ce début de saison, que Shai Gilgeous-Alexander coûte trop cher et qu'il vaut mieux miser sur des types comme Tyrese Maxey. Il se plante néanmoins sur Brice Sensabo, mais il va très vite le remplacer par Grayson Allen plus tard. Il prend toutefois une décision game breaker en pariant sur la potentielle montée en puissance d'Austin Reeves en l'absence de Luka Doncic et LeBron James. Et c'est cette décision qui va le propulser confortablement parmi le top du classement mondial. Pour rappel, Austin Reeves a réalisé une semaine 2 stratosphérique. Par contre, il fait un choix très mauvais selon moi sur cette semaine, c'est l'utilisation du jeton All-Star à la 3e journée. Il inscrit certes 304 points, mais ce n'est pas un écart énorme pour moi par rapport à la moyenne globale de cette journée qui était de 139 points. Ça aurait été plus malin de le faire sur une journée où il y a peu de matchs. C'est là que niveau calcul, si vous le faites, vous créez un différentiel plus important vis-à-vis des autres managers en termes de points.
On va faire la comparaison entre lui et moi. Sur cette journée 3, il crée un différentiel de 165 points. J'ai utilisé le jeton All-Star sur la journée 4 de la semaine 4. J'ai inscrit 261 points et la moyenne de points globale était de 33. 261 moins 33, ça fait 228 points. Qui a été le plus smart? Eh bien, il n'y a pas photo. Semaine 3, il a juste son roster environ logiquement Austin Reeves qui est blessé et Victor Wembanyama pour prendre des joueurs performants moins chers que lui comme Jalen Johnson et Pascal Siakam. Il intègre aussi James Harden dans son roster qui s'avère aujourd'hui être une excellente décision. Le barbu car il est littéralement le Hulk des Clippers et quand on regarde son effectif sur cette semaine 3, c'est très costaud. Pas grand chose à dire sur sa semaine 4, il ajuste son roster en fonction du calendrier. Il intègre du coup Deni Avdija à la place de Jalen Johnson et reprend Luka Doncic à la place de Tyrese Maxey. Ce sont deux bons choix au vu des perfs de Luka Doncic à son retour de blessure. Par contre, il fait le choix de conserver Jonathan Kuminga qui est blessé et d'après les dernières news lui concernant, sa blessure au genou peut durer longtemps. Semaine 5, il continue de jouer avec le calendrier et poursuit son alternance entre Deni Avdija et Jalen Johnson et coupe Luka Doncic pour reprendre Tyrese Maxey en milieu de semaine, très probablement en ayant conscience que les Lakers ne joueront que 2 matchs cette semaine, choix payant au vu de l'énorme perf de Tyrese Maxey face aux Bucks. Toutefois, il continue de traîner avec lui le cadavre de Jonathan Kuminga qui va très certainement remplacer pour cette semaine 6. Pour résumer, l'actuel numéro 1 mondial a su sentir les coups avec les grosses perfs de Luka Doncic et Victor Wembanyama en début de saison. Il a vite utilisé sa wildcard pour prendre des joueurs performants à prix raisonnable. Il prend 2 décisions totalement game breaker avec la semaine 2 de folie d'Austin Reeves et les perfs de très haut niveau de James Harden depuis le début de la saison. Il a su rééquilibrer son effectif en fonction du calendrier, le tout sans jouer avec Nikola Jokic qui est clairement le meilleur joueur actuellement. Il est certes au top de la chaîne alimentaire, mais c'est un manager qui a toutefois des failles. Il a perdu des points avec l'absence de longue durée de Jonathan Kuminga, mais cette absence est masquée par les très grosses perfs des joueurs présents dans son effectif. Et pour moi, il a très mal utilisé son jeton All-Star. Je suis intimement persuadé qu'il perdra sa place de numéro 1 au profit de quelqu'un d'autre et très certainement d'une personne qui n'a pas encore utilisé son jeton All-Star. Voici le calendrier de la semaine 6. Je le rappelle, il n'y a pas de match ce jeudi 27 novembre car il y a Thanksgiving aux États-Unis. Les joueurs seront au chaud chez eux auprès de leur famille à manger de la dinde. Toutefois, ce calendrier peut vous aider à voir quel joueur récupérer pour compléter votre roster cette semaine. Je l'ai déjà évoqué, James Harden est l'un des rares arrières bankable à disputer les journées 2 et 5. À mes yeux, il est incontournable. Perso, il va être dans mon effectif cette semaine. Alex Sarr, de retour de blessure, peut être aussi une option intéressante en front-court et il a l'avantage de disputer la journée 2. J'ai déjà parlé de Derrick Queen, je le rappelle, ce gars ne peut plus être ignoré en NBA Fantasy. À 1 degré moindre, Nickeil Alexander Walker doit être considéré. Jalen Tyson, qui revient tout juste de blessure, a directement été propulsé dans le 5 majeur des Cavaliers. Nul doute qu'il ressortira des grosses perfs sur les prochaines journées. Et dernier bon plan, Maxime Reynaud a une carte très intéressante à jouer chez les Kings, notamment avec l'absence de Domantas Sabonis sur blessure. Les Nuggets perdent Aaron Gordon pour 4 à 6 semaines environ. L'ailier fort des Nuggets est victime d'une lésion aux ischio-jambiers. Chez les Kings, Domantas Sabonis souffre d'une déchirure du ménisque au genou gauche. Le pivot des Kings devrait être absent pour 3 semaines minimum. Jaren Jackson Jr., absent depuis 2 matchs, souffre d'une entorse de la cheville. On ne connaît pas quelle est sa durée d'indisponibilité exacte. Shaedon Sharpe, absent depuis 3 matchs, quant à lui, a un problème au mollet. Les vrais coups durs d'un point de vue fantasy sont les blessures de Neemias Queta et Ryan Kalkbrenner. Les deux gars font partie des joueurs les plus sélectionnés de la plateforme, donc ils sont dans beaucoup de rosters. Tous les deux se sont blessés à la cheville en plein match en fin de semaine. Ça va être délicat de les remplacer par des solutions aussi rentables qu'eux à leur prix. Pour vous donner quelques options intéressantes, je vois Josh Minott qui va naturellement prendre du temps de jeu en l'absence de Neemias Queta et Moussa Diabaté qui va forcément être titulaire aux Hornets, mais le français coûte un poil plus cher que le rookie. Autre option pas déconnante à bas prix, il y a Sandro Mamoukelashvili qui commence à avoir du temps de jeu consistant chez des Raptors actuellement en pleine bourre. Ça sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide beaucoup pour le référencement et à gagner en visibilité sur YouTube. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!